Le gouvernement résolument engagé sur la réforme de l'éducation nationale. 5 décrets ont été adoptés en Conseil des ministres ce 10 mars. Des décrets portant tous sur les examens et concours scolaires au niveau national. Qu'est-ce qui change concrètement dans le système? Tous les détails à suivre dans ce journal. La 3e promotion de l'école de guerre de Nouakchott en Mauritanie est à Ouagadougou. Les officiers qui la composent sont séduits par l'expertise burkinabé en matière de lutte contre le terrorisme. Ils sont donc venus en profiter. Et puis, le grand format de ce 19h30, des images exclusives, une enquête inédite sur la violation de la mesure de fermeture des frontières que nous vous proposons. FDS, compagnie de transport, groupe d'autodéfense, passagers, tous font preuve de pratiques condamnables sur le trajet Ouagadougou-Abidjan. Le voyage de tous les dangers à suivre donc dans quelques instants. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les réformes en lien, après donc les réformes en lien avec le baccalauréat, le système éducatif burkinabé continue de faire sa mue. Désormais, l'âge limite pour postuler à l'entrée en 6e passe de 14 à 16 ans. Également, les candidatures libres sont dorénavant autorisées pour les concours d'entrée en 6e et en seconde. Des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi. Plus de précisions avec Arsène Konditamli. Désormais, l'âge limite pour postuler à l'entrée en 6e passe de 14 à 16 ans au Burkina Faso. Les candidatures libres sont dorénavant autorisées pour les concours d'entrée en 6e et en seconde. Principale décision du Conseil des ministres de ce 10 mars, et ces réorganisations sont opérées pour plus d'efficacité. Le 5e décret au titre de ce ministère est relatif à l'organisation de l'examen du BEPC. C'est le brevet d'études du premier cycle et sa principale innovation est l'organisation de l'examen par la direction provinciale et non plus par la direction régionale. Donc au total, ces 5 décrets portent une réorganisation efficace des différents examens et concours scolaires en considérant davantage la proximité des acteurs au niveau provincial et communal, au lieu antérieurement donc du niveau régional, en élargissant les bases de participation aux candidats libres ou en scolarité et surtout en réprimant donc la fraude. Le Conseil a adopté des décrets permettant de normaliser la situation de plusieurs travailleurs du ministère des Finances et de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Et ces décrets ont pour objet, respectivement, de régulariser, d'une part, la situation administrative par intégration à la fonction publique de 57 agents contractuels et bénévoles du ministère des Finances et de régulariser la situation administrative de 23 agents contractuels de la DGTTM, c'est la Direction générale des transports terrestres et maritimes, par intégration également à la fonction publique, conformément donc à la loi 081. Le Conseil des ministres a adopté le thème de la célébration de la fête nationale qui va se dérouler à Zignari. Le thème retenu pour ce 61e anniversaire est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Dans cet élan de développement durable du Burkina Faso, la sécurité joue un rôle prépondérant dans ce contexte de terrorisme. Et en la matière, les pays du G5 Sahel parlent désormais de renouveau stratégique développé au dernier sommet des chefs d'État au Tchad. Une nouvelle solution dans la lutte contre le terrorisme mise en avant ce matin au ministère de la Défense. Elle a été développée par le Collège de défense du G5 Sahel en visite au Burkina Faso. Luc Pakbelgem. En voyage d'études au Burkina Faso, le Collège de défense du G5 Sahel s'est trouvé du temps pour parler de renouveau stratégique développé récemment lors de son sommet au Tchad. Le contexte actuel dans les 5 États membres impose une rupture stratégique et les écoles de guerre s'y conforment. Parfois, nos modèles qui semblent théoriquement être des bons modèles de réponse sont parfois construits sur des schémas qui ne sont pas du tout pertinents. Les officiers participant à ce voyage d'études sont de la 3e promotion de l'école de guerre de Nouakchott en Mauritanie. La destination Burkina Faso a été choisie afin de profiter de l'expérience burkinabé en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons choisi la destination du Burkina Faso afin de permettre aux officiers de profiter de l'expérience des forces de défense et de sécurité
du Burkina en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux, et afin de permettre aussi aux officiers de découvrir leur pays, le Burkina Faso, les potentialités économiques qu'il recèle et les opportunités en matière de développement, et de voir un peu sur le terrain la réalité par rapport à ce qui s'est dit, que c'est très différent, qu'aujourd'hui nous sommes à Ouagadougou, ça fait 2 jours, et que vraiment nous avons été parfaitement bien accueillis et nos activités se déroulent dans d'excellentes conditions de sécurité, d'organisation. Les actions conjuguées de la force conjointe du G5 Sahel et de son appui produisent des résultats sur le terrain. De nouvelles résolutions ont été prises récemment au sommet du G5 Sahel en N'Djamena, et ces rencontres visent à rendre plus opérationnelles les forces de défense des pays membres. Mars 2020, mars 2021, il y a exactement 1 an que la Covid-19 a commencé à sévir au Burkina Faso, une crise sanitaire qui a eu pour conséquence la fermeture des frontières terrestres du pays. Officiellement, les frontières sont fermées, mais officieusement, elles ne l'ont jamais été. Les compagnies de transport en commun et leurs passagers violent allègrement la mesure d'interdiction dans cette enquête exclusive réalisée par BF1. Vous allez le voir sur le trajet Ouagadougou-Abidjan, de véritables business se sont développés. Corruption, extorsion de fonds impliquant des forces de défense et de sécurité, des groupes d'autodéfense, des transporteurs et des voyageurs qui sont prêts à tout pour traverser les barrières. Suivez. Ce 10 février, Ouagadougou en mouvement au lever du soleil. Embarquement auprès de 356 km où il est prévu une escale avec échange de bus. Dans l'évolution de la maladie à coronavirus, en dehors des frais qui circulaient, une autre décision du gouvernement burkinabé est tombée le 1er août 2020, ordonnant la réouverture des frontières aériennes avec un contrôle strict dans les aéroports où même des tests sont exigés à hauteur d'un peu plus de 50 000 au départ, puis 30 000 francs CFA plus tard. Ce faisant, il était donc supposé que de mars à août 2020, aucun individu ne devrait voyager par voie terrestre. Mais visiblement, cette nouvelle ne concerne pas plusieurs citoyens ivoiriens et burkinabés qui rallient chaque fois Abidjan et Ouagadougou. D'ailleurs, ils sont très nombreux, dans ce cas, en partance pour Abidjan. Dans le bus, des passagers venus de plusieurs villes du Burkina pour la Côte d'Ivoire. C'est le cas de ce passager qui vient de Tenkodogo. Ce trajet, il l'a déjà fait le mois passé. Ils sont arrivés dans la frontière, ils vont gérer ça. Maintenant, le départ de ça maintenant, c'est nous qui s'occupons de ça. Voilà, c'est ce qui est fort. Ils vont gérer aussi, et puis nous, on se bat de la vérité. Et traverser la frontière, là, il y a des petits parades là-bas. C'est nous qui payons ça. Le soleil se couche sur la cité du paysan noir. Il est évident que la nuit tombera sur nous avant le point de contrôle à la frontière, à Niangoloko. La cité de Santa, justement, nous voilà, après près de 500 km de la capitale, comme pour accueillir un nouveau venu. Ils sont là, très nombreux, les passeurs, qui avec des tricycles, qui avec des motos à 2 roues. Ils sont présents dans toutes les gares de Niangoloko pour proposer leur service aux voyageurs. Ici, dans cette salle d'attente, sont regroupés tous les voyageurs ayant payé le transport direct de Ouagadougou à 45 000 francs CFA. Après vérification des tickets, des passagers ayant moins de bagages sont confiés à un passeur. Ceux avec beaucoup plus d'affaires sont embarqués dans des tricycles. Et nous voici avec notre passeur sur cet engin à 2 roues, perçant l'obscurité de Niangoloko. Il faut parcourir environ 60 km à 7 heures de la nuit pour atteindre Ouangolo, en Côte d'Ivoire. À peine quelques kilomètres de route que nous quittons le bitume pour une piste peu recommandable. Non, les dozos, pardon. Les dozos. Eux aussi, ils ont leur barrage que vous devez payer. Dans cette même broussaille se trouvent également des dozos, appelés chasseurs traditionnels, avec des checkpoints. À eux aussi, il faut verser de l'argent. À la sortie de Niangoloko pour Abidjan, il faut compter 2 postes de contrôle. Avec ces FDS, pas de flexibilité. 5 000 francs à payer si vous n'êtes pas autorisé à passer, nous révèle
notre transporteur. Lui qui ne veut pas payer 10 000 francs sur ces 2 checkpoints. Alors, il faut couper le moteur avant d'arriver à ce poste et marcher près de 500 mètres dans cette obscurité pour les contourner. Voilà, les policiers là sont où? Où il y a la lumière. Où il y a la lumière. Donc si on passe là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont nous attraper. On paye 5 000 là-bas. Qui? 5 000. Oui, à cause de ça, j'ai en train de passer avec toi. Je suis en bouche là. De retour d'Abidjan, nous passons cette fois à ce poste. Et voici les 5 000 qui nous sont demandés. Comme un individu à faible revenu, nous plaidons pour une réduction de cette somme. Ouais. Ouais. Enfin, ça va bien. Je vais avoir moi. Il y a rien laissé passer? Non, non. Les négocier un peu avec lui, c'est vraiment plus d'argent en fait. Je vais prendre l'argent. À l'Eraba, localité située aux abords du fleuve Komoué, marquant la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à l'aller comme à notre retour, nous sommes contraints de payer 2 000 francs non négociables. Ça y va pour tous les passagers. Ceci n'est qu'un extrait du grand reportage sur la violation de la mesure de fermeture des frontières. L'entièreté sera diffusée ce soir à partir de 21h dans le 2e numéro de l'émission Ligne de Mire, une émission de grand reportage et de débat consacrés au sujet d'intérêt général. Ce soir, nous continuons de surfer sur la journée des droits de la femme dans le sud-ouest, plus précisément dans la commune de Nako, où l'autre moitié du ciel souffre le martyre pour avoir de l'eau. L'eau potable est pratiquement un luxe pour les femmes de cette localité. Vous allez le voir, en plus de sa qualité qui reste à désirer, pour l'obtenir, il faut un véritable parcours du combattant, une réalité que les femmes de Nako ont partagée avec le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, qui s'y est rendu le 8 mars dernier, Justin Montou. Voici comment les femmes récupèrent l'eau pour leur famille ici à Bakpara, un village de la commune de Nako, à une dizaine de kilomètres de Gawa, dans le sud-ouest. Pour célébrer le 8 mars, le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, a préféré venir vivre cette réalité aux côtés de ces femmes. Cette eau, dont la couleur est loin d'être incolore, est bue par tous, enfants comme adultes. Mon petit a subi une opération et il est actuellement à la maison. Mais nous ne pouvons pas savoir si c'est cette eau qui nous donne des maladies. Ça fait des années que nous enlevons l'eau ici. Il y a 3 trous dans lesquels nous puisons de l'eau. Si un est asséché, nous nous approvisionnons dans l'autre. Actuellement, il y a 2 qui ne contiennent plus d'eau. C'est dans le dernier que nous nous ravitaillons. L'Assemblée nationale s'engage à inverser cette réalité. Bala Alassane Sakandé promet de réaliser 3 forages dans ce village, avec le soutien de ses partenaires, afin de permettre à cette population l'accès à l'eau potable. La nouvelle donne de l'espoir aux femmes du village. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de pouvoir offrir les 3 forages, 2 forages à motricité humaine et un forage avec château d'eau et pompe solaire, de façon à ce qu'elles aussi elles puissent bénéficier du mouvement dans un sens du robinet pour pouvoir bénéficier de l'eau ici. Il ne suffit pas de dire dans les discours, il faut être avec les populations, il faut conjuguer la proximité avec les populations, il faut aussi donner l'exemple. La célébration de la journée du 8 mars, ce n'est pas seulement des rencontres, des retrouvailles, manger, danser, mais c'est de travailler, de s'engager, de travailler pour changer la condition de la femme dans le concret. Pour le maire de la commune de Nako, cette promesse est un ouf de soulagement au regard des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans la quête de l'eau potable. Non seulement sa venue déjà nous rassure et nous donne espoir que nous allons pouvoir résoudre la question d'eau, la question de l'accès d'eau potable ici, à Bakpara et dans la commune de façon globale, il a encore du concret, mieux.
3 forages, un forage à motricité solaire, bon, voilà, avec les plaques solaires, et aussi un don de vivres aux femmes de Bakwara de Saint-Tombé. En toute sincérité, je suis l'un des maires les plus comblés. En plus du projet de forage, 5 tonnes de vivres sont offertes aux villageois par l'Assemblée nationale. Pour Bala Alassane Sakandé, cette 164e journée internationale des droits de la femme est une occasion pour lui et ses collaborateurs de poser des actions concrètes à l'endroit des femmes du village de Bakpara. Car, dit-il, la promotion des droits de la femme doit aller au-delà des slogans. La promotion des droits de la femme doit aller au-delà des slogans, vous l'avez entendu. L'association Kossi-Com fait sienne cette dynamique grâce à son initiative Pagontouin. Ce sont 180 femmes qui ont été formées en entrepreneuriat et leadership féminin. Une formation qui a connu son apothéose le 8 mars dernier. Benjamin Kwame. Elles sont pour certaines des débutantes en entrepreneuriat, pour d'autres déjà de plein pied dans le secteur. En ce jour du 8 mars où l'on célèbre les femmes à travers le monde, elles sont aussi honorées. Chacune dans son stand, ces femmes, 180 au total, ont bénéficié de 3 jours de formation sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. C'est pour valoriser l'entrepreneuriat féminin et vulgariser au mieux ces femmes qu'elles ont été conviées à cette foire au thème de cette formation. Cette formation apporte un côté pratique aux femmes parce qu'en plus d'être formées sur des notions de l'entrepreneuriat et du leadership, le lundi, elles ont la possibilité de rencontrer tous nos partenaires et les institutions de financement qui sont là, qui pourraient les conseiller et les aider à avancer, ou si elles veulent un crédit pour entreprendre ou toute autre chose. Ça a consisté à donner les bases de l'entrepreneuriat aux femmes qui ne savent pas par où commencer ou à celles qui ont déjà entrepris mais qui ont besoin d'apporter une valeur ajoutée à leur entreprise, de leur apprendre comment faire, quels sont les moyens qui sont mis en place pour elles pour pouvoir avoir cette possibilité d'agrandir son entreprise ou de créer son entreprise. Une foire au cours de laquelle divers produits made in Burkina sont exposés et les visiteurs ne manquent pas de découvrir. C'est également l'apothéose de Pagontouin aux femmes capables, une première édition qui a vu l'accompagnement de plusieurs partenaires. Nous avons décidé d'accompagner Kossi-Com parce que l'initiative correspond à la vision de notre société. Et cette vision étant de permettre à toutes les couches sociales de notre société de pouvoir s'affirmer, de devenir autonomes. Au-delà des mots, au-delà des écrits, il faut poser des actes concrets. Et la meilleure façon de poser des actes concrets, c'est de permettre aux femmes qui ont osé s'essayer dans l'entrepreneuriat de pouvoir exposer leurs produits, de pouvoir montrer leur créativité et de bénéficier aussi des formations adéquates afin de pouvoir réussir leurs projets. Les femmes entrepreneurs ont à cette foire bénéficié d'un appui conseil de ses partenaires, eux qui invitent ces nouvelles PME et PMI à l'audace pour connaître un véritable essor dans l'entrepreneuriat. Pagontouin est donc une opportunité pour elles de conjuguer des énergies, des imaginations et des découvertes en lien avec la célébration du 8 mars où le thème national lève un coin de voile sur l'inclusion financière par le numérique. 2 de ces femmes formées bénéficieront également de prise en charge de la plateforme digitale de leur entreprise. Aux côtés des personnes vulnérables également, le Japon, le pays du soleil levant, apporte son aide alimentaire en riz pour une résolution partielle de l'insécurité alimentaire. Pour les années 2018 et 2019, le gouvernement nippon a apporté une aide alimentaire de plus de 11 000 tonnes de riz au Burkina Faso. Des chiffres rappelés par un comité consultatif qui a tenu une session de travail la semaine dernière. Arsène Konditamde pour plus de précisions. Les Burkinabés sont devenus de grands consommateurs de riz, alors que la production nationale couvre à peine 50% des besoins en riz. Pour les années 2018 et 2019, le gouvernement du Japon a apporté une aide alimentaire de plus de 11 000 tonnes de riz au Burkina Faso. Une aide qui a, dans une certaine mesure, permis de stabiliser l'offre en riz, tout en portant secours aux populations vulnérables. Elle a également facilité la mise en œuvre de projets de développement. En général, il y a une partie qui va être vendue et une partie qui va être distribuée à travers le CONASUR pour faire face, par exemple, aux besoins de vivre. Vous savez qu'il y a les personnes déplacées internes, il y a des personnes vulnérables. Donc, ces dons-là vont contribuer justement à fournir des céréales à ces personnes. Mais comme je dis, la partie vente permettra aussi, en dehors des ressources qui sont générées, de stabiliser
le marché pour éviter la flambée des prix. Par cette initiative, le Japon voudrait non seulement renforcer les relations entre Ouagadougou et Tokyo, mais également aider le pays à aller vers l'autosuffisance alimentaire. Notre politique diplomatique, c'est coopération et soutenir surtout la sécurité humaine. Ce n'est pas seulement qu'on donne, mais en même temps, pour que les gens ne soient pas récepteurs, la coopération japonaise aussi travaille dans le domaine de l'agriculture pour donc la population même cultive les céréales. Selon les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021, la production nationale de riz est de 451 421 tonnes, soit une hausse de 19,89% par rapport à la production définitive de la campagne agricole 2019-2020. Le Burkina Faso dispose désormais d'un référentiel national de câblage des systèmes informatiques. C'est un document qui permet de mieux gérer les installations dans les administrations publiques et privées. Le document rédigé grâce à la volonté du ministère en charge de l'économie numérique était un amendement au cours d'un atelier de validation. Arsène Konditamdi. Au Burkina Faso, on assistait à des installations informatiques peu flexibles, où chaque changement devenait trop coûteux en raison du fait que les systèmes proposés n'étaient pas compatibles entre eux. Grâce au ministère en charge de l'économie numérique, les concepteurs peuvent maintenant s'adosser au référentiel national de câblage des systèmes informatiques. Un document qui vient offrir aux concepteurs, intégrateurs et gestionnaires des réseaux informatiques un guide pratique pour le respect des normes en vigueur dans la réalisation de câblage informatique efficace et performant. C'est d'avoir un document consensuel qui se repose sur des normes internationales et qui va orienter donc, les différents acteurs, que ce soit les responsables des services informatiques, les structures de contrôle, comme les structures de mise en œuvre, sur comment mettre en place effectivement le câblage à la fois local dans les bâtiments administratifs comme le câblage en inter-bâtiments administratifs de l'État. 4 mois durant, le consultant et son équipe ont travaillé à la mise en œuvre de ce document que les techniciens appelaient de tous leurs vœux. Ce travail a été bien sûr initié par la Digitic et on était approchés pour ça. Et grâce à un processus donc, qui a duré 4 mois comme ça, on a pu aboutir à ce travail-là, que j'espère qu'il est complet maintenant, et on peut espérer avec ça avoir des câblages informatiques de haut niveau, c'est-à-dire qui peut accepter le très haut débit et même les nouvelles technologies, de tout ce qui est technologie de l'information et de communication. Il est attendu des participants à cet atelier des suggestions pour améliorer ce référentiel national qui vient harmoniser les pratiques en matière de câblage du système informatique. Dans l'actualité africaine, direction la Côte d'Ivoire où le parti présidentiel est sorti victorieux des législatives du samedi dernier. Le RHDP d'Alassane Ouattara obtient la majorité des sièges avec 137 sièges sur 254. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix contrôle donc la Chambre basse ivoirienne. Le RHDP conserve sa majorité à l'Assemblée nationale. Avec 137 sièges sur 254, le principal parti de Côte d'Ivoire reste en contrôle de la Chambre basse. La commission électorale indépendante s'est félicitée d'une élection sans boycott et sans violence, contrairement à la présidentielle de 2020. La commission électorale est très heureuse de participer, d'organiser cette élection qui a vu la participation de tous les partis politiques et de toutes les formations, y compris même les indépendants. C'est la preuve que la démocratie en Côte d'Ivoire est en mouvement. Allez voter! Mais malgré les appels de l'opposant Michel Gbagbo, la participation n'a guère bougé par rapport à l'élection de 2016. Seuls 38% des Ivoiriens se sont déplacés aux urnes. Entre les candidats du PDCI, du FPI et ceux présentés au sein de leur coalition, les deux partis ont récolté au total 81 sièges, loin des 128 qu'ils avaient annoncés lundi. Les résultats n'étaient pas encore tous officialisés, que l'opposition a dénoncé la publication de résultats par des membres du gouvernement. Il est inadmissible et inacceptable qu'une structure du ministère de l'Intérieur publie des résultats. C'est sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement grave parce que jusqu'à présent, seule la CEI est habilitée à proclamer des résultats
des élections en Côte d'Ivoire. Mais si le parti du président ivoirien Alassane Ouattara est sorti vainqueur de ces élections, la victoire avait un goût amer pour les dirigeants du RHDP. Le parti au pouvoir perd de justesse le scrutin le plus symbolique du pays, à Abidjan, dans le district de Yopougon, ainsi que sa majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale, obtenue en 2016. Restons en Côte d'Ivoire avec cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bagayogo est décédé ce 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci particulier à vous qui nous faites confiance depuis Sami dans les Banwa. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.